Salut à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité aujourd'hui, c'est le président du Conseil Général, Daniel Zaidani. Il est avec nous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on est un petit peu à la bourre. Bilan de votre mandat. On va pas faire forcément le bilan de l'année 2014, même si on est en fin d'année 2014. Mais c'est vrai qu'en janvier, on attaque les cantonales. C'est fini, on rentre dans une autre sphère, dans une autre, j'allais dire, un autre univers, celui de la politique. Votre bilan à vous, en tant que président du Conseil Général, quels sont les points les plus importants que vous allez retenir? Bien écoutez, un peu moins de 4 ans maintenant, Ouais. élu en 2011, Passe vite, hein. bombardé président du Conseil Général. Ouais. C'est clair que c'était gros, c'était énorme, c'était quelque chose d'inattendu. Mais bon, c'était quelque chose préparé mentalement, physiquement, pour être élu, pour servir, pour être auprès de la population. Mais c'est vrai que 4 ans après, on se rend compte que c'est quand même éprouvant, physiquement, intellectuellement. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de se consacrer entièrement à la tâche. Il y a eu des périodes difficiles, voire même très difficiles, et puis d'autres plutôt de grande joie, voire même de très grande joie. Et c'est vrai que lorsqu'hier, j'entends que finalement le programme que Mayotte propose pour la première fois, c'est les premières générations de fonds européens que nous proposons, qui est validé parmi les premiers. La réunion en début de semaine, Mayotte aujourd'hui, avec finalement une prime pour Mayotte, pour la qualité du travail qui a été fourni. C'est une vraie satisfaction parce que cela montre effectivement, lorsque les services de l'État, le Conseil Général travaillent ensemble, eh ben on arrive à des résultats probants. Et sur la préparation, sur le programme, sur les axes que nous avons définis, cela montre que c'est vrai que nous n'avions pas beaucoup d'expérience, puisque la Réunion est quand même à sa 5e génération des fonds européens. Eh ben nous, voilà, on y arrive avant un certain territoire d'outre-mer. C'est ça que vous retiendrez du bilan? Je retiens que le travail paye. Oui. Le travail paye parce que, je rappelle, il y a encore quelques mois, quelques années, on se demandait mais comment Mayotte, avec 20 millions d'euros de fonds européens, ne sont pas capables de consommer. Le 9e FED a été consommé, le 10e FED a été consommé, traduit en appui budgétaire direct pour le Conseil Général. Oui. Le déficit du Conseil Général, qui était abyssal, qui représentait quasiment 80 millions d'euros en début 2011, a été résolu. Donc aujourd'hui, il y a certes des résultats positifs. Une relance économique qui est maintenant palpable, un Conseil Général qui reprend ses axes d'action avec une aide auprès des entreprises, avec des aides auprès des communes. 2014 est l'année où nous avons relancé les contrats territoriaux. C'est important. Le Conseil Général a pu accompagner les communes lorsqu'elles étaient confrontées à une difficulté inattendue. Je vous rappelle, cyclone Hélène. Près de 10 millions d'euros distribués tout au long de l'année. Le Conseil Général, c'est aussi 3000 agents. Ah ben, c'est un redressement qui a pu se faire sans forcément licencier du personnel. Il y a 3 ans, qu'est-ce qu'on disait? On disait le Conseil Général est déficit, il faut licencier. C'est la voie par laquelle il faudra redresser. On disait en 2011 qu'il va falloir réduire les bourses auprès des étudiants. Eh ben, nous avons pu les maintenir, nous avons pu faire des investissements. On parlait beaucoup des routes de Mayotte. Je vous invite aujourd'hui à faire le tour de Mayotte. Il y a encore du travail à faire. Nous n'avons pas refait la totalité des trous, mais les nids de poules qu'on a beaucoup mis en avant ces derniers mois, ces dernières années, ont été également gommés. J'ai fait le tour du Grand Sud hier, et c'était les routes les plus dégradées qui étaient dans le portefeuille du Conseil Général. Elles ont été rénovées. Donc, des investissements importants ont été réalisés. En 2011, nous étions à une période, nous avions un peu moins de 30 millions d'euros d'investissement. À la fin de l'année 2013, nous étions à plus de 60 millions. Et cette année, nous allons encore progresser. Je pense qu'on se rapproche des 80 millions. Il y avait d'autres choses qui ont été évoquées, Président. Il y avait le STM. Là aussi, il n'y a pas eu tant de réformes que ça sur le STM. On a des réformes également sur la santé, le social. On est très en retard par rapport à d'autres conseils généraux en métropole. Bien évidemment, en 4 ans, nous n'allons pas pouvoir refaire le monde. Mais je pense qu'en 4 ans, nous avons mis un mouvement positif au sein de notre administration. Je vous rappelle, par exemple, qu'il y a eu
plusieurs mouvements sociaux. Le Conseil général, lorsque vous regardez, déjà, n'a pas licencié, 2, a mis en place l'indexation, parmi la première collectivité qui a pu le faire, et en prenant le récapitulatif sur l'année 2013, 3, je rappelle que nous avons mis en place la CDIsation. C'était un processus de loi qui permettait à tous les agents qui ont été recrutés avant 2009 de pouvoir les mettre en situation de CDI. Nous l'avons fait pour ceux qui pouvaient bénéficier de cette mesure. Nous avons mis en place la titularisation qui s'étale 2014, 2015, 2016 sur 3 ans, qui permet de faire en sorte que tous les agents, donc de sortir de la précarité. Donc tous ceux qui sont recrutés... oui, toujours avant 2009. Donc vraiment, il y a on a sorti de la précarité, nous avons amélioré nos investissements donc auprès de la population, nous avons amélioré nos interventions auprès des entreprises, auprès des associations, auprès des communes. Et au final, nous avons aujourd'hui un conseil général qui est crédible et qui a la capacité de discuter avec des établissements financiers pour parler de ponts. Un pont, c'est 200, 250 millions d'euros. Nous parlons d'un pont aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons retrouvé la solvabilité financière. Elle est très sérieuse, cette idée, parce qu'elle est importante. Hein. Le pont entre Petite Terre et Grande Terre, est-ce que officiellement c'est quelque chose de très sérieux ou c'est un fantasme? C'est un projet structurant pour le développement de notre territoire. C'est un projet auquel j'y crois parce que celui qui est maîtrise d'œuvre dans ce projet, c'est le Conseil général. S'il se fait, ce sera parce que le Conseil général a décidé d'inscrire ce chantier dans sa programmation. Donc c'est un projet sérieux. Maintenant, pour pouvoir se faire, il fallait avoir des partenaires financiers pour le faire. Pour avoir des partenaires financiers, il faut être crédible. Je rappelle, élu en avril 2011, en septembre 2011, c'est-à-dire 5 mois plus tard, l'AFD remet en question la convention qui a été signée avec le Conseil général pour apporter des aides à hauteur de 20 millions d'euros par an pour les investissements, pour la simple et bonne raison qu'elle estimait que le Conseil général qui était en déficit n'avait pas pris les mesures nécessaires pour redresser la collectivité. 3 ans plus tard, la même AFD, la même institution revient vers le Conseil général et est prêt à nous accompagner dans nos projets, pas parce que je suis un homme charmant, mais tout simplement parce que les résultats sont là. Et ça, ce sont des preuves tangibles, crédibles, qui permettent de dire oui, 3 ans plus tard, la situation va beaucoup mieux. Merci à l'Europe quand même, merci à l'Europe, parce qu'il y a quand même eu 20 millions qui auraient dû être mis dans l'investissement par l'Europe, sur les fonds d'investissement, et qui ont servi à combler le problème du Conseil général aussi. Mais regardez la réalité. Premièrement, l'Europe est une institution sérieuse qui, lorsqu'elle donne 20 millions pour un appui budgétaire direct auprès de la collectivité, cela se fait sur un certain nombre de critères. Le critère numéro 1, c'était le redressement. Le redressement est effectif, cela montre finalement que ces moyens financiers a servi à bon escient. Deuxièmement, aujourd'hui, le programme opérationnel des fonds européens est validé parce que le Conseil général est capable d'apporter sa quote-part. C'est 35 millions d'euros que le Conseil général devra apporter sur la période 2014-2020. C'est la crédibilité de l'institution qui a été mise dans la balance et qui permet aujourd'hui de pouvoir discuter sereinement avec des institutions comme l'Europe. Et je rappelle que 2014, c'est l'année de la redistribution. Donc les investissements que nous n'avions pas pu faire en 2013, nous les avons fait en 2014, puisque je rappelle que l'aide aux entreprises, c'est quand même 9 millions d'euros pour l'année 2014. Et l'aide auprès des communes, c'est quasiment 10 millions d'euros. Donc finalement, ce que l'Europe a donné d'un côté, le Conseil général l'a ressorti de l'autre. Sur ces 4 ans que vous avez vécu à la tête de la présidence, donc à la tête du Conseil général, pardon, allez, s'il y avait un événement, un moment à retenir, ça serait lequel? Je crois que l'événement le plus marquant pour moi, ça a été la grève sur la vie chère, avec le décès tragique d'un des manifestants. Et quand je retourne en arrière, je sais que beaucoup gardent plutôt l'image d'un président très énervé, mais c'est plutôt l'image d'un président très affecté par un décès d'un manifestant. Et au final, je me dis que ce jour-là, j'ai bien fait de revenir sur la place de la République parce que il y avait 2000 manifestants qui venaient d'apprendre que l'un des leurs venait de décéder. Et je crois qu'à cet instant, ils étaient prêts à faire tout pour venger cette personne-là. Et ma présence finalement dans la foule, ma présence auprès d'eux, et je dois dire la seule présence politique à ce moment-là, c'était moi. Et au final, dans la journée qui précède le décès du jeune homme, il n'y a pas eu ni de maisons brûlées, ni de magasins cassés, ni de magasins dévalisés. Mais il a fallu attendre la nuit quand il y a eu des interventions un peu plus musclées
que je n'explique pas d'ailleurs jusqu'à maintenant, pour que ça dégénère un petit peu plus. Le volet judiciaire de votre carrière en tant qu'on va l'ignorer, et ça a été un fait marquant. On vient vous chercher à 6 h du matin chez vous, mise en examen, garde à vue. 30 heures de garde à vue. 30 heures de garde à vue, les conditions dans lesquelles on vient vous chercher également. Ça a été un des moments les plus durs, ou c'est anecdotique? Non, c'est clair que c'est un événement marquant, hein, complètement. Ça marque, au-delà même de la période politique, ça marque forcément un homme définitivement. Ce qui est certain, c'est que cet événement est arrivé quand j'avais 38 ans. J'avais un casier judiciaire totalement vierge. Je savais pas ce que... toujours. Oui, je savais pas ce que c'était qu'un juge. Je ne savais pas ce que c'était un avocat. Je savais pas qu'il fallait en avoir un à côté de soi. Je pense que j'ai passé toute ma jeunesse à faire en sorte d'être droit dans mes bottes et de ne pas avoir de problème particulier. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai compris aussi qu'en politique, tous les coups sont permis. Mon dossier, quand je le regarde, est constitué sur un fond de dénonciation, de bruit, de rumeurs. La rumeur, finalement, à Mayotte, est un phénomène extrêmement puissant. Et finalement, vous savez, que ce soit les juges, les avocats, les gendarmes, les policiers, tout le monde, quelle que soit la fonction, on est soumis à la rumeur. Et on l'entend. Et quand la rumeur se répand, se répète avec beaucoup d'insistance, on doit dire peut-être que quelque part, il doit avoir une part de vérité, alors autant vérifier. Mais en même temps... Sur ce dossier, vous étiez complètement... Il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Je pense que... je ne peux pas vraiment parler de mon instruction, puisque l'instruction n'est pas encore finie. Mais ce qui est certain, c'est que la manière dont les choses ont été présentées, je crois très clairement qu'on a parlé énormément de détournement de fonds. Dans l'esprit collectif, on va se dire, bon ben voilà, l'argent public a été mis dans la poche, on va parler de voitures construites, de véhicules. Bon, on a de fait foutari. Le foutari, c'est autre chose. Non, l'aspect, bon, est-ce qu'il avait le droit de faire un foutari ou pas? Ça, c'est pour moi un aspect administratif qui mérite réellement qu'on se pose la question. Mais l'aspect le plus marquant, c'est plutôt le détournement de fonds, détournement de biens, d'investissements réalisés et non expliqués à Madagascar. Donc je crois que aussi il est important de donner la possibilité à la justice, et ce qu'elle est en train de faire, de pouvoir faire le tri entre les ragots et la réalité. Donc le tri, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Bon, on attendra la fin de l'instruction pour voir ce qu'il en ressort exactement, mais ce qui est certain, ce que je sais, ce que je n'ai pas de bien à Madagascar, je n'ai pas détourné des fonds. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut aussi, à un moment donné, que oui, je sais que lorsque j'ai été élu président du Conseil général, ça a gêné beaucoup de personnes, parce qu'il y avait d'autres qui étaient prédestinés, il y en avait d'autres qui se sont organisés. Moi, on sait tous que je viens de nulle part, finalement. J'ai débarqué comme une étoile filante. Mais au final, je crois que ce que les gens retiendront, c'est peut-être pas cette garde à vue, mais c'est plutôt le redressement de la collectivité. Et ça, c'est important. Et ce redressement est tellement spectaculaire que finalement, aujourd'hui, fondamentalement, 2015, tous les candidats, pour la plupart, se projettent dans cette présidence. Et c'est une bonne chose. Parce que si au final, après le passage de Daniel Zaïdani, on se dit, moi aussi je peux être président, moi aussi je peux diriger le Conseil général, ça veut dire que le boulot effectué était satisfaisant et encourage des nouvelles générations, ou même des anciennes générations, à venir diriger ce Conseil général. Juste avant de donner la parole à Sam, on a parlé du pire moment. Vous avez parlé effectivement de 2011, ces manifestations, le décès des manifestants, ce volet judiciaire. Le meilleur moment de votre carrière de président? Moi, S'il y en avait un, lequel? Vous savez, c'est bizarre, parce que je le dis tout le temps, le moment le plus émouvant pour moi, ça n'a pas été tant mon élection à la présidence, mais ça a été plutôt mon élection à Pamandzi. Parce que c'est vrai que c'est là où vous avez un mandat qui vous est donné. Et quand je regarde mon parcours, quand je regarde ma trajectoire, je regarde mes handicaps, parce que j'en ai un certain nombre, et que je me dis, voilà, à Pamandzi, en 2011, la population a fait le choix de la jeunesse, a fait le choix du savoir, parce que j'avais un parcours assez intéressant, et en même temps j'avais des handicaps réels, parce que certains disaient que mon shimaoré n'est pas celui de Spello, vous savez, Spello, celui qui est défenseur de la langue mahoraise. Donc je crois qu'au final cela a démontré qu'à un moment donné, contrairement à ce qu'on a tendance à dire à Mayotte, les électeurs savent aller vers ceux qui peuvent réellement apporter quelque chose à la société. J'espère qu'en 2015 les choses se traduiront ainsi. Nous aurons peut-être des grandes surprises en 2015. Il y a l'arrivée des femmes. En même temps, ce qu'il faut que chacun d'entre nous prenne conscience que chaque élu
compte et doit être actif au sein du Conseil général pour faire progresser Mayotte, parce que nous sommes dans une période charnière. Je rappelle qu'il y a encore les fonds européens à mettre en œuvre. L'Europe nous a fait confiance, a considéré que le travail jusqu'à présent est bien fait, mais il va falloir maintenant le traduire par les réalisations. Il y a le contrat de projet qu'il va falloir signer, négocier préalablement. Il faudra qu'on reste dans une ligne dure pour la défense de Mayotte. Vous parliez tout à l'heure de la pluralité politique sur le territoire, des forces droite-gauche, des centristes. Moi, je crois que ce qui définit... Les centres du milieu. Les centres du milieu, tout à fait. Ce qui définit profondément un centriste, c'est d'abord sa volonté profonde de défendre Mayotte sur toutes les facettes. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi tout le monde ne se retrouve ni à gauche et ni à droite? Parce que finalement, pour pouvoir faire de la politique, il faut avoir un pied à droite, un pied à gauche. Pourquoi? Vous regardez la problématique de l'immigration, vous interrogez n'importe quel Mahorais, il vous dira qu'il faut quand même une poigne un petit peu là-dessus pour réguler, pour assurer quand même... assurer une bonne sécurité au niveau des frontières. Et dans le même temps, ce même gauche, individu... on n'est pas capable de gérer les frontières? Je crois qu'il y a des postures que la droite et la gauche ont. Je crois que lorsqu'on demande à avoir une action plus marquée en matière de régulation sur l'immigration, on attend quand même des actions beaucoup plus concrètes de la part de la droite. Et en même temps, l'espoir est beaucoup plus porteur lorsqu'on parle d'une extension du social. Deux exemples simples encore une fois. Finalement, l'UMP, quand ils étaient au pouvoir à Mayotte, qu'est-ce qu'ils avaient fait? On était à 25 000 reconduites au niveau des frontières. Depuis que les socialistes sont là, on est tombé à 15 000. Je ne sais pas, peut-être qu'on nous expliquera pourquoi on est passé de 25 000 à 15 000, peut-être parce qu'il y a moins d'immigrés, mais ce n'est pas à Mayotte que la population dira que la pression est moins forte. Et de la même manière, lorsque les socialistes, depuis que les socialistes sont au pouvoir, ils proposent un Mayotte 2025, non pas sur 25 ans, mais sur 10 ans. Alors, vous voyez bien que finalement, chacun se caractérise par le fait qui le constitue. À Mayotte, on a besoin des deux, d'une action sociale forte et d'une action finalement de présence sur le terrain aussi fort. Donc c'est pour ça qu'on ne peut que être centriste, mais sans oublier que le plus important, parce que si on veut parler de la polémique sur les RUP, sur le fait des RUP, sans forcément s'étaler pendant des heures avant que je reçois un nouvel communiqué qui sera adressé à ma personne, je dirais simplement que nous avons besoin d'élus qui aient le sentiment que lorsqu'ils sont élus, ils doivent défendre d'abord l'intérêt de Mayotte. Malheureusement, on sent, au vu de certaines polémiques qui a pu naître ces derniers jours et même dans le passé, on se rend compte que parfois, que lorsque vous êtes rattaché à un parti national, ce qui est le plus important, c'est de s'aligner sur le discours national. Ce qui est pas forcément qui peut parfois être contradictoire à l'intérêt local. Il est 59, ça va couper. On va je suis désolé. C'est tout. Vous êtes un très bon censeur. Vous m'avez censuré à force de parler. Non, on va le retrouver tout à l'heure, Sam. C'est pas fini. En tout cas, c'est fini pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.